à tous et bienvenue dans Interaction épisode 81. En difficulté dans la province d'Idlib face au régime syrien et à la Russie, Recep Tayyip Erdogan menace d'ouvrir sa frontière et d'enjoindre les millions de réfugiés qui sont déjà présents sur son sol à prendre la route de l'Europe. Alors voici la déclaration qui tient l'opinion publique européenne en alerte depuis lundi. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı evet şu anda 100 binler oldu. Daha da olacak. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Alors, nous dirigeons-nous vers une nouvelle crise migratoire. Avec nous pour en parler, Christian Lequesne. Bonjour. Bonjour Renaud. Vous êtes responsable du projet européen au CERI, le Centre de recherche international de Sciences Po. Nous sommes également en ligne avec Delphine Minouy, la correspondante du Figaro à Istanbul. Bonjour Delphine. Et puis également avec nous par téléphone, Catherine Wittol de Wenden. Vous êtes spécialiste des questions migratoires. Bonjour à vous Catherine. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Delphine, si vous le voulez bien. Est-ce que l'on peut rappeler quelle est la situation sur le terrain aujourd'hui à la frontière gréco-turque? Combien de personnes sont amassées comme ça le long des frontières? Et surtout, comment sont-elles venues? Parce que c'est ça qui est intéressant. Il faut imaginer des dizaines de milliers de personnes qui sont en ce moment entassées à la frontière turco-grecque. Des personnes à qui on a annoncé que les portes de l'Europe allaient être grandes ouvertes. Après les déclarations des autorités turques, ces gens-là, à la dernière minute, sont montés dans des bus en rêvant d'une Europe qui referme ses portes sous leurs yeux, puisque ces personnes sont refoulées par les gardes-côtes grecs à coups de tir de gaz lacrymogène à la frontière, au poste frontière d'Edirne, quand il s'agit de la frontière terrestre. Et en ce qui concerne ceux qui tentent l'aventure, je dirais par la mer, du côté plutôt des côtes balnéaires, notamment d'Izmir, eh bien ces gens-là prennent le risque de se retrouver refoulés sur leur bateau pneumatique, de chavirer en pleine mer parce que les gardes-côtes grecs les repoussent très violemment, parfois à coups de bâton. Il y a quelques jours, il y a un petit enfant qui a péri dans un naufrage. Donc la situation, elle est très très critique. C'est un état de désespoir où les réfugiés se retrouvent littéralement pris en étau, otages d'une crise migratoire qui les dépasse. Et là, pour vous signaler un petit peu comment la spirale de l'actualité s'emballe, il y a quelques heures, le ministre de l'Intérieur turc a annoncé qu'il envisageait de déployer 1000 forces spéciales à la frontière turco-grecque pour empêcher les Grecs de renvoyer ces migrants qui tentaient l'aventure. Merci beaucoup Delphine. Catherine, quel est votre premier sentiment par rapport à cette situation extrêmement tendue à la frontière et surtout, comme vient de le rappeler Delphine, sur cette volonté de la part des autorités turques de faire venir donc un millier de forces de police pour contraindre, on va dire, les migrants qui sont amassés à la frontière à partir malgré le blocage organisé évidemment par les forces de police grecques? Je pense qu'il y a un effet de chantage, de pression qui était déjà en filigrane dans l'accord de 2016, puisque cet accord, il avait été conclu entre l'Union européenne à l'initiative de Madame Merkel pour répondre à la crise de l'arrivée des demandeurs d'asile à cette période. Bon, il y a 1,2 million de demandeurs d'asile qui sont arrivés en 2015. Et en fait, il y avait plusieurs choses. Il y avait d'une part une somme d'argent qui était, d'après les Turcs, assez faible, en fait, qui avait été donnée par l'Europe en 2 fois, 6 milliards d'euros, plus une demande de renégociation de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne de la part de M. Erdogan, qui a été écarté d'emblée par l'Europe. Et puis, il y avait la demande d'allègement des visas pour les Turcs, puisque la Turquie a un solde migratoire négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de Turcs qui retournent chez eux aujourd'hui sur 4,5 millions qui sont en Europe. C'est la plus grande quasi-diaspora en Europe que de Turcs qui partent en Europe. Donc il y avait une certaine rationalité, si j'ose dire, à demander tout ça, qui avait été écarté. Donc je pense qu'il y avait un sentiment d'humiliation, d'une certaine façon, en Turquie autour de cet accord, et qui était de plus en plus mal vécu par la population turque, puisque c'est quand même près de 4 millions de personnes sur une population de 80 millions d'habitants. Et je pense que c'est aussi pour répondre à sa population que M. Erdogan, dans sa
tentative peut-être un peu populiste de satisfaire tout le monde, a décidé comme il n'était pas aidé par l'Union européenne dans le conflit actuel, de faire pression avec l'ouverture de sa frontière, tout en sachant très bien que la Grèce essaye de repousser comme elle le peut les nouveaux arrivants. On y reviendra justement sur ce chantage d'Erdogan, également sur un enjeu pour Recep Tayyip Erdogan de politique intérieure. Avec vous Delphine, Christian Lequesne. Donc pareil, une première réaction par rapport à cette crise. Et effectivement, comme le rappelait Catherine à l'instant, il y avait un accord qui avait été conclu en 2016 qui était censé prévenir ce genre de crise. Oui, absolument. Et cet accord s'accompagnait, comme l'a très bien dit Catherine Witold de Winden, d'une compensation financière qui n'était quand même pas négligeable, puisque c'était autour de 6 milliards d'euros, avec l'idée que cela allait servir à organiser aussi les camps de réfugiés et l'intégration sociale des réfugiés, notamment syriens, dans la société turque. En fait, cette intégration, elle ne se fait pas très bien, mais c'est quand même un fardeau très lourd pour la Turquie. On a cité le chiffre de 4 millions de personnes, peut-être est-ce plus d'ailleurs. Et là, on voit bien que Erdogan, qui est un animal politique, essaie de concilier sa popularité au plan interne avec une manœuvre diplomatique où il essaie de lier cette affaire des réfugiés syriens au soutien éventuel qu'on pourrait lui donner maintenant dans la crise à Idlib, puisqu'il est dans une situation compliquée par rapport au régime de Damas et au soutien russe. Votre réaction aussi par rapport à ces quelques images que l'on a vues des autorités grecques qui repoussent effectivement ces milliers de migrants qui s'amassent vers la frontière. Certaines images sont assez violentes d'ailleurs et peut-on effectivement considérer que les autorités grecques sont allées trop loin parfois ? Écoutez, il faut aussi comprendre la situation grecque. Je dirais quand même que il y a une différence par rapport à 2015, c'est qu'on avait l'impression en 2015 que les flux étaient des flux naturels, en quelque sorte de réfugiés qui essayaient de passer la frontière turco-grecque pour aller vers l'Europe, remonter ce qu'on appelait à l'époque la route des Balkans, qui est très largement fermée aujourd'hui, alors que là, c'est pas la même chose. Ça a été très bien dit par votre correspondante à Istanbul. Ce sont des bus qui amènent des réfugiés à la frontière en les encourageant à franchir. Donc c'est une sorte de politique organisée par l'État turc. L'exode téléguidé, comme on l'appelait au Figaro, face à ça, on peut comprendre qu'il y ait une réaction grecque de cette nature. Ce qui devrait être clarifié un peu plus, c'est le nombre de personnes. Erdogan a dit dans sa fameuse déclaration... Ils seront bientôt des millions. Oui, c'est ça. Et il a parlé de centaines de milliers. Il n'est pas sûr qu'on en soit encore à des centaines de milliers. Il y a des chiffres qui disent 13 000, je crois. Et effectivement, il y a quelques jours, c'était 13 000. Delphine nous le rappelait en début d'émission, potentiellement plusieurs dizaines de milliers maintenant. Face à cette, en tout cas, crise aiguë qui se précise depuis quelques jours, eh bien, les délégations européennes assez importantes sont allées au chevet du Premier ministre grec. Vous allez entendre Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre, ainsi qu'Ursula von der Leyen, qui promet toute l'aide de la Commission européenne, dont elle est la présidente. Greece expects tangible solidarity from the European Union. And I can tell you, the presence of the entire European leadership here at the outer borders of the Union sends a clear signal to everyone. But let's be honest. Europe has not been up to the task of dealing with the migration crisis. I hope this crisis will serve as a wake-up call for everyone to assume their responsibilities. We can provide financial assistance of 700 million euros to Greece. This consists of 350 million euro, which is immediately available, plus an additional 350 million euro that can be requested as part of an amending budget. Catherine Witold de Winden, que dites-vous de cette réponse européenne, à la fois sur le ton employé et sur cette promesse financière de 700 millions d'euros ? Alors, je pense que c'est assez peu. En réalité, la vraie réponse européenne, ça pourrait être
à nouveau d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une solidarité entre les pays européens pour ce qu'on a appelé le partage du fardeau, c'est-à-dire que chaque pays puisse prendre une partie de ses arrivants. Il ne faut pas oublier que en Turquie, les personnes qui sont sur le territoire ne peuvent pas avoir le statut de réfugié parce que la Turquie a signé la Convention de Genève de 1951, mais elle n'a jamais étendu le bénéfice du statut de réfugié de 67, le protocole de New York, au monde entier. Donc beaucoup de ces gens qui sont des candidats heureux de pouvoir passer vers la Grèce ne peuvent pas avoir le statut, et ceux qui n'envisagent pas de revenir chez eux quand la situation est catastrophique, il n'y a pas que la Syrie, il y a aussi l'Afghanistan, il y a des Irakiens également, se disent c'est une aubaine fantastique parce qu'en Europe, on pourra candidater pour le statut de réfugié. Et la réponse de l'Europe, à mon sens, ça pourrait être non pas d'essayer à nouveau, si j'ose dire, de recoudre les difficultés de la Grèce qui est aux abois dans cette situation. Il ne faut pas oublier la situation à Lesbos et dans quelques autres îles du Dodécanèse. Au lieu de dire on va tous être solidaires et essayer de accueillir ces personnes dans les différents pays européens, on aide seulement la Grèce. Et à mon avis, c'est pas du tout la mise en œuvre du projet européen de solidarité et de communautarisation de la politique migratoire. C'est très bien d'aider la Grèce, mais je pense que ça n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, on a vu cette même délégation, en tout cas en partie, on a vu par exemple Charles Michel, président du Conseil européen, qui était également à Istanbul à la rencontre de Recep Tayyip Erdogan. On va vous en montrer quelques images. Delphine, il y a aussi une volonté de la part de l'Union européenne de ménager un peu l'allié turc ? Oui, évidemment, les Européens ont plus que jamais besoin de la Turquie. Et ça dure depuis des années, depuis, je dirais, le début de la crise syrienne, sur deux aspects principaux, la gestion du problème des djihadistes et la gestion de la crise des réfugiés. Les Européens ont peur, et c'est là où Erdogan est malin, il sait jouer sur leur peur. Ils ont peur d'un nouvel afflux de réfugiés. Or, la réalité, j'étais dans une conférence ce matin qui parlait du problème justement de cette crise humanitaire en Syrie. Un responsable onusien le rappelait, il disait il faut quand même reconnaître que dans cette histoire, la Turquie, elle a fait de son mieux. C'est-à-dire que c'est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Donc 4,5 millions, dont 3,5 millions de réfugiés syriens. Il y a eu un accès ouvert aux écoles pour les enfants, un accès aux soins, aux hôpitaux. Et aujourd'hui, en effet, les Turcs se disent incapables de continuer à supporter, je dirais, à supporter le fardeau. Merci Delphine. On va à la fois vous poser une question, Christian, sur cette réponse européenne et puis après lire quelques commentaires des internautes et quelques questions que vous nous avez soumises sur lefigaro.fr. Est-ce que vous avez déjà l'impression que l'Union européenne a choisi son camp, puisqu'on les a vus à la fois auprès d'Erdogan, à la fois auprès de Mitsotakis, le Premier ministre grec? Et peut-elle le faire en réalité? Non, je pense que l'Union européenne est très ennuyée, pour une raison aussi de politique, j'allais dire, partisane, qui est que ce thème des migrations, c'est évidemment le thème le plus sensible des débats politiques nationaux, et c'est le thème qui alimente la montée des partis de la droite extrême absolument partout en Europe. Alors, ce que disait Catherine de Vanden tout à l'heure est juste. Dans le fond, la solution rationnelle qui serait souhaitable, ça serait une véritable solidarité européenne qui irait au-delà d'une aide à l'accueil le plus décent possible des réfugiés en Grèce. Mais ça, voilà, mais hélas, on en est loin. Il y a eu un échec déjà en 2015 lorsque le président de la Commission, M. Juncker, avait proposé cette répartition par quota. Et là, si vous regardez les débats, notamment dans les pays d'Europe centrale, c'est très net dans les déclarations de M. Orbán en Hongrie, mais c'est vrai aussi en République tchèque, c'est vrai aussi en Pologne. On ne veut pas entendre parler de solidarité pour la répartition des flux. Rien. Donc on a un vrai problème de ce côté-là. Est-ce que ça ne peut pas se négocier à travers le prochain budget de l'UE, à savoir on allouerait effectivement des sommes pour accueillir ces réfugiés ou ces migrants,
et en contrepartie de quoi ces pays, eh bien, on continuerait à leur verser des aides pour leur développement. Ça peut être une solution, effectivement. C'est ce qu'on reproche à ces pays, d'accepter l'argent quand il arrive, mais ne pas se soustraire aux règles de l'Union européenne. Qui est envisageable dans le cadre des nouvelles perspectives budgétaires pour l'Union européenne, 2021-2027, mais en même temps, il y a plein d'obstacles juridiques au fait de conditionner, si vous voulez, les aides au respect des politiques publiques. Là, ce sont des choix quand même souverains de la part de ces États. Et ce qu'il faudrait, c'est que ces États aient un peu plus de solidarité naturelle à l'égard des réfugiés. Mais on n'y est absolument pas. Et voilà, donc la conclusion, on va effectivement aider les Grecs à faire du mieux qu'ils peuvent avec des ressources limitées, une administration limitée et un pays quand même qui sort d'une crise qui a duré presque 10 ans, extrêmement grave sur le plan économique. Et justement, vous êtes nombreux à réagir sur cette question et sur le rôle de l'Union européenne par rapport à la Grèce. On a par exemple Olive qui nous dit « Laisser la situation pourrir en regardant Erdogan faire du chantage à l'UE et défier en permanence la Grèce et Chypre, c'est laisser pourrir une situation qui devra ensuite se régler par un conflit. L'UE doit réagir fermement tout de suite afin d'éviter un conflit dans quelques mois. » Mais puis Alerve nous dit « Toujours aussi hypocrite l'UE concernant les migrants, l'important pour chaque pays membre étant de laisser le pays de l'UE le plus concerné par le problème régler en solo son fardeau. » Est-ce que vous partagez ce diagnostic, Catherine, sur effectivement l'UE qui donne un petit peu d'argent, mais qui laisse bien seule la Grèce face au problème des migrants? Tout à fait, je partage absolument ce qui a été dit. En réalité, il ne faut pas oublier que la solidarité est inscrite dans le traité européen de Lisbonne de 2007 et les pays d'Europe centrale et orientale n'ont absolument pas respecté, même si on ne peut pas conditionner, comme l'a dit Christian Lequesne, les aides, les fonds structurels européens à l'accueil des réfugiés. On aurait pu sanctionner, ça avait été envisagé, les pays qui n'acceptaient pas de prendre un certain nombre de réfugiés selon les quotas qui avaient été indiqués par M. Juncker en 2015. Donc là, il y a un vrai problème. On a vu la faiblesse de l'Union européenne face à ces valeurs qui sont quand même, entre autres, le droit d'asile, le respect des droits de l'homme, le respect des traités constitutionnels européens. Et puis, je pense que le risque, surtout qu'il peut y avoir en Grèce, c'est d'avoir une situation à l'italienne. C'est-à-dire que les Italiens qui avaient eux-mêmes sauvé, avec Mare Nostrum, 146 000 personnes en 2013 en une année. Ensuite, il y a eu la retombée avec la montée de l'extrême droite en 2018 au pouvoir. En Grèce, je pense qu'il y a un vrai risque de se sentir abandonné par l'Europe dans la gestion de ce conflit. De voir l'opinion être remontée contre cette question migratoire. On l'observe aussi, Delphine, en Turquie. On voit que ce chantage d'Erdogan, dont on parle depuis des jours maintenant dans la presse française, s'explique aussi par un problème de politique intérieure. Oui, complètement. C'est la question ici, elle est vraiment aussi d'ordre domestique. Il y a un ressentiment anti-réfugié qui ne cesse de grandir au cours de ces derniers mois. Et c'est vrai que là, c'est devenu une espèce de véritable opération de communication, de show médiatique, où Erdogan, en tout cas la télévision d'État, la presse pro-gouvernementale, ne cesse de diffuser ces images où on voit partir les réfugiés en voulant donner l'impression à l'opinion publique turque que tout ceci va s'arranger, que le fardeau va être allégé. Si je peux me permettre aussi, tout à l'heure, je discutais avec plusieurs activistes syriens qui partageaient leur désarroi et qui me disaient ce qui est dommage aujourd'hui quand ils voient ce qui se passe en Europe, les réactions européennes, ils me disent on assiste aujourd'hui à la résolution d'une question humanitaire d'un point de vue militaire. Aujourd'hui, il y a une militarisation des frontières, il y a des murs qui sont érigés, il y a un président turc qui joue sur justement la peur des Européens, et on en oublie le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est le régime syrien de Bachar al-Assad qui est en guerre contre sa population depuis maintenant presque 10 ans, et au moment où l'on parle, il continue à y avoir des bombardements russo-syriens sur la province d'Idlib qui provoquent des déplacements de populations monstres jusqu'à la frontière turque. On parle d'1 million de déplacés en seulement quelques semaines, et si la guerre se poursuit, c'est ça le risque, c'est que ces gens-là, à un moment donné, décident de franchir la frontière turco-syrienne. Donc, ce que préconisent aujourd'hui les activistes syriens, les militants pacifiques,
pacifique, les militants démocrates de l'opposition, c'est de mettre une pression maximum pour exiger un cessez-le-feu immédiat entre les forces syriennes d'un côté appuyées par les Russes et les forces turques de l'autre qui sont maintenant sur le terrain, de réclamer une zone d'exclusion aérienne et d'essayer de trouver une résolution de sortie de crise, une résolution politique et non militaire. Merci pour ce rappel, Delphine. Une autre question, Delphine. Vous parliez des problèmes de politique intérieure. Pour Erdogan, il y a quand même un paradoxe, c'est que aujourd'hui, le président turc est confronté, donc, comme d'autres pays, à une crise de réfugiés immense, des millions de personnes qui sont sur son territoire et qui font peur à l'opinion publique. Et d'un autre côté, il est quand même à la manœuvre pour une opération militaire dans la province d'Idlib qui peut générer une nouvelle encore crise de réfugiés avec plus d'1 million de personnes qui sont donc coincées entre l'armée syrienne et l'armée syrienne soutenue par la Russie et l'armée turque. Est-ce que du coup, dans l'opinion publique turque, il y a aussi un peu de ressentiment par rapport à cette offensive militaire turque? Alors ce qui est frappant, c'est que là on en est maintenant faut rappeler, on en est à la 4e offensive turque en quelques années, offensive sur le nord syrien. Alors, ce qui a été assez marquant, c'est à chaque offensive, ça a été aussi un coup de force politique pour Erdogan. C'était assez stratégique et les moments ont été précisément choisis. C'était souvent en période électorale. Ces offensives ont généré un regain de popularité du président et de son parti, l'AKP, au moment où il était en perte de vitesse. Il faut rappeler qu'ici en Turquie, il y a quand même une fibre nationaliste et patriotique qui est très importante. Maintenant, la donne peut changer. Et ça peut se révéler contre-productif, puisqu'aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a encore quelques jours, il y a une trentaine de soldats turcs qui sont morts sous des tirs de l'armée syrienne appuyée par les Russes. Donc, le retour des cercueils des soldats turcs sur le territoire national commence à faire un petit peu de bruit, à créer une sorte d'effritement et de scission au sein de la population, avec certains qui continuent à agiter le drapeau turc et d'autres des personnes qui commencent à se dire oui, alors ok pour s'impliquer en Syrie, mais là ça dépasse une considération d'ordre national. Et est-ce qu'on ne prend pas trop de risques? Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un véritable dérapage, ce qui est déjà le cas en plus du conflit syrien, sur le territoire turc, qui impacterait directement la population et qui aurait aussi des répercussions sur le quotidien, y compris sur l'économie, parce que quand les gens sont dans une situation de peur, de psychose, eh bien ils consomment moins, ils vont moins au restaurant, les touristes vont moins se déplacer en Turquie, et ça ce serait un véritable problème pour une Turquie qui est déjà dans une situation économique et financière critique. Et le président turc donc qui s'emploie à faire ce chantage et il dit grosso modo à l'Europe, l'Union européenne, aidez-moi à Idlib et je n'ouvrirai pas ma frontière pour laisser passer ces millions de personnes. Réaction du coup de Paris, ce chantage est inacceptable. Vous allez entendre Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, qui s'exprimait hier devant le Sénat. Cette pression migratoire, elle est organisée. Elle est organisée par le régime du président Erdogan pour constituer un élément de chantage à l'égard de l'Union européenne. L'Union européenne ne cédera pas à ce chantage. Les frontières de la Grèce et donc de l'espace Schengen, elles sont fermées. Et nous ferons en sorte qu'elles restent fermées. Que les choses soient claires. Nous sommes dans la même alliance. Voilà le sujet. Et donc je pense, M. Del Picchia, qu'il nous faudra avoir rapidement avec la Turquie une grande explication, lourde, franche, publique, pour savoir de quel côté est l'un, de quel côté est l'autre, et là où nos intérêts sont communs. Et dire tout cela, fortement. Catherine Witold de Vanden, vous avez entendu Jean-Yves Le Drian. Un commentaire sur cette impasse dans laquelle semblent se trouver la France et l'Union européenne et qui est confrontée à 3 mauvaises options: ne rien faire, aider la Turquie et céder au chantage, c'est-à-dire verser encore quelques milliards, ou bien se positionner pour la Grèce et donc contre la Turquie.
Vraisemblablement, je pense que l'Europe va sans doute se positionner pour la Grèce et contre la Turquie. Le discours de M. Le Drian est très ferme, il rappelle un peu les données du problème. C'est vrai qu'il y a une forme de chantage qui est fait de la part de M. Erdogan sur cette thématique. Peut-être parce qu'il a le sentiment que l'Europe se fiche un petit peu de la situation en Turquie et qu'il y a quand même presque 4 millions de réfugiés. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier que pour la Grèce, l'accord qui a été conclu en 2016 a été une sorte de soulagement déjà, un soulagement parce qu'il y avait moins d'arrivées. On se souvient du petit Aylan Kurdi qui était mort sur la côte de Bodrum, le bateau de ses parents qui fuyaient la Turquie et aussi la Syrie ayant fait naufrage. Donc ça a ému l'opinion publique et on a conclu cet accord à l'initiative de Mme Merkel en 2016. Donc pour la Grèce, c'était tout à fait bien vu, si j'ose dire, et je pense que l'Union européenne va essayer de porter son soutien à la Grèce, mais je pense que ce ne sera pas suffisant quand on voit la situation qui a déjà été très souvent investiguée par les journalistes sur l'île de Lesbos, qui est, on se croirait au Moyen-Âge dans les conditions de vie des gens, et les autres voisines, Chios et Samos. J'imagine difficilement comment la Grèce va pouvoir gérer cette situation, même si elle a une aide de l'Union européenne. Seule, elle ne peut pas faire face à l'arrivée de ces nouvelles personnes qui ne sont pas seulement ceux qui sont sur le territoire turc, mais ceux qui vont arriver de Syrie suite au conflit actuel qu'il peut y avoir dans la région d'Idlib éventuellement. Allez, quelques commentaires maintenant. Nous avons Mister Nico qui nous dit « C'est surtout du concret que l'on veut voir, pas seulement des promesses, car la Grèce ne pourra pas faire face. » Et Meyerbeer, je vous soumets ce commentaire, Christian. « Comme il ne faut pas indisposer Washington à propos de ce faux allié de l'OTAN, on fait profil bas dans les coulisses et comme de coutume, l'UE avalera le chantage. » Vous pensez que ça va se régler par quelques centaines de millions supplémentaires donnés à des ONG et à Erdogan en l'occurrence ? Alors d'abord, je ne pense pas que ce soit un grand complot ourdi par Washington, certainement pas, parce que la relation turco-américaine, elle est plutôt pas très bonne en ce moment, alors que traditionnellement, dans le passé, elle était effectivement assez proche. Non, je pense qu'effectivement, comme c'est un bras de fer qui est présenté sous la forme d'un chantage, l'Union européenne va résister, et donc on va avoir un discours dur et en même temps on va accueillir quelques dizaines de milliers de personnes qui vont rester en Grèce et il va falloir aider les Grecs, oui. Mais ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que la Grèce est quand même un pays qui a réussi à se stabiliser, qui a réussi à remplir ces dernières années les critères qui lui avaient été fixés extrêmement contraignants par Bruxelles au niveau économique pour rétablir un peu la situation. Mitsotakis a été élu avec l'idée de continuer tout cela et le parfaire. C'est quand même un élément de défi, si vous voulez, pour la Grèce. Alors, je voudrais dire un mot aussi concernant la situation de 2016. Dans le fond, si la situation a été réglée à l'époque, il ne faut jamais l'oublier, c'est grâce à l'ouverture de l'Allemagne. L'Allemagne a quand même été l'honneur de l'Europe. Lorsque Mme Merkel a dit « nous allons faire face », « wir schaffen das », avait-elle dit en allemand, elle s'était engagée à accueillir le million de personnes qui, justement, constituaient l'essentiel des flux. Mais là, je pense que, vu tout ce que cela a coûté politiquement à Mme Merkel, à son parti politique, le CDU-CSU, cette fois-ci, il n'y aura pas du tout la même réaction de la part de l'Allemagne. Un mot enfin, Delphine. Je voulais vous demander votre intuition par rapport à cette crise, non pas des réfugiés, mais cette crise à Idlib. Cette crise à Idlib qui pourrait provoquer un nouveau million de réfugiés en Turquie et puis peut-être sur les routes de l'Europe. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une issue militaire ou bien qu'une solution peut être trouvée, un nouveau cessez-le-feu? On rappelle, et c'est très important, que Recep Tayyip Erdogan, à l'heure où nous parlons, est en ce moment en train de rencontrer Vladimir Poutine à Moscou. Oui, des discussions très cruciales, en effet, en ce moment à Moscou entre les deux leaders turcs et russes, qui, il faut le rappeler, sont les véritables maîtres du jeu syrien aujourd'hui. L'objectif de ce sommet, il est simple, c'est un cessez-le-feu
au plus vite, c'est essayer d'obtenir une zone d'exclusivité aérienne. Les Turcs espèrent aussi revenir à l'accord de Sochi qui date de 2018, quand des postes d'observation turcs et russes avaient été déployés au nord de la Syrie, dans la province d'Idlib, pour essayer en effet d'éviter des fuites de population vers la frontière à cause des bombardements. Maintenant, le problème, c'est qu'on s'en est rendu compte au cours de ces dernières années. Il y a un véritable bras de fer entre ces deux pays, avec à chaque fois une espèce d'excitation militaire qui précède une phase de négociation. Mais les négociations, elles ne tiennent jamais vraiment. Et c'est ça le problème de la Syrie de ces dernières années. C'est que les cessez-le-feu, il y en a toujours eu. Il y en a eu à Daraya, il y en a eu à Alep, il y en a eu dans la Ghouta, il y en a eu à Homs. Et à chaque fois, ils ont été suivis par de véritables campagnes de bombardement sur ces anciennes villes tenues par l'opposition, qui ont ensuite été assiégées par le régime et reprises par le régime soutenu par les Russes. La tragédie d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, ces populations avaient une zone de repli qui, en l'occurrence, était la province d'Idlib, dont la population a doublé en quelques années. Maintenant, ces gens-là se trouvent au pied du mur. Il n'y a plus aucune zone de repli. C'est pour ça qu'il est vraiment indispensable et urgent d'essayer de trouver une solution qui ne soit pas militaire mais politique, pour que le conflit s'arrête et pour que justement éviter un nouvel afflux de réfugiés qui mettrait à son tour l'Europe en branle-bas de combat. Merci beaucoup Delphine, on continue à lire vos reportages et vos analyses dans le Figaro. Merci à vous Christian Leken d'avoir été avec nous. Et puis merci à Katrien Witold de Venden qui était avec nous par téléphone. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao.